Bonjour la communauté de Star Wars en direct, c'est Aude pour vous guider dans notre boutique. Oh, ce mash-up, il est parfait. Celui-là, c'est un incontournable. This is the way. Il est tout nouveau, tout chaud. Tu vas avoir la classe avec ça. Tous les vêtements sont disponibles dans différentes grandeurs, couleurs et modèles pour hommes, femmes et enfants. Visitez notre boutique et merci de votre soutien. Bonjour à tous, bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cet épisode littérature. On en fait beaucoup ces temps-ci, des épisodes littérature. On rattrape entre autres ce qu'on n'avait pas fait pendant que la série Ahsoka battait son plein. Donc ici Francis en direct de Québec et comme à notre habitude, on rejoint John Sparrow à l'autre bout du continent. Ça va bien, Jean? Francis, te saluer, j'aimerais, et à tous nos fidèles poditeurs, politrices, vous saluer, j'aimerais. Très très bien, je vais aujourd'hui. Et parler de ce comics avec toi, très honoré je suis, mon cher Francis. C'est bien, mais comme j'ai oublié de mentionner, c'était une émission sur quoi? En intro, bon, les gens ont peut-être vu dans le titre, que ce soit sur Spotify, YouTube, etc. Mais oui, on va parler d'un épisode Yoda. C'est pour ça que Jean a prévu faire toute l'émission au complet en parlant à l'envers. C'est ça, Jean? Oui. Toute l'émission, voilà. Toute l'émission est phrasée de Yoda, donc vous êtes pas prêts. Donc voilà, on va parler de l'album Yoda, sorti la semaine dernière chez Panini, mercredi ou jeudi, bref, tout récemment. Donc, on peut déjà mini-spoiler dans le sens qu'on avait tous les deux hâte de parler de cet album-là. Donc, oui. C'est quand même... ça va faire du bien après certains épisodes récents. Voilà. Donc, avant d'aller plus loin, on va rappeler notre partenaire littérature, donc Star Wars Littérature Québec. On vous invite ou réinvite à rejoindre le groupe, à venir participer aux différentes discussions, que ce soit BD, romans, par exemple, les beaux livres aussi, comme on dit, les encyclopédies, etc., les art of et compagnie. Donc voilà, venez rejoindre le groupe, que vous soyez du Québec ou non. Sur ce, Jean, un petit WhatsApp rapide? Oui, un petit WhatsApp rapide. WhatsApp littérature aujourd'hui. Donc, on a fini le Star Wars Return of the Jedi, the 40th Anniversary Cover, qui, comme son nom l'indique, c'est une compilation de couvertures commémoratives de l'épisode 6. Et qui ont sorti toute cette année, en fait tout le long de cette année 2023, en fait l'anniversaire des 40 ans de l'épisode 6, et c'est des variantes cover qu'on retrouvait dans toutes les séries des comics Star Wars. Donc tu avais du Dark Vador, du Bounty Hunter du Star Wars, du Dr. Aphra, il y en a une de Yoda aussi bizarrement. Et voilà, donc d'ailleurs c'est la seule mini-série Yoda qui a eu le droit à une variante cover d'épisode 6 anniversaire là, c'est bizarre d'ailleurs. Par contre, c'était un peu bête parce qu'ils ont mis ça, alors c'est très très joli, t'as des superbes couvertures sur les différentes parties du film, les différents moments du film importants, mais pour les comics ça n'a aucun sens vu que toi tu lis un comics sur Aphra et t'as une cover Yoda, épisode 6 je veux dire, pareil tu lis Yoda et t'as une cover épisode 6, donc je vois pas trop le rapport, mais bon, c'est histoire de fêter ça, donc ça c'est très joli. Et j'ai aussi continué la série de comics Obi-Wan Kenobi, qui est l'adaptation de la série par Jody Hauser, dont on va parler ce soir justement avec Yoda, et du dessinateur Salvador Larroca, et de son style très très particulier. On s'en rappelle, Larroca, lui, il aime bien, c'est décalquer. Il doit avoir son moniteur là, et puis prendre une feuille de papier, décalquer la série directement à même l'écran. Donc c'est très très réaliste. Ça donne un cachet que certains aiment. Je sais que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas eu. Peut-être que ça va être moins intolérable que quand ça s'étirait là, pendant quoi on avait eu un bon 40 numéros avec lui là, dans la série de 2015. Bref. C'était sur Star Wars 2015, je sais plus. C'est la première série Star Wars là, après le reboot. Ouais. Toi, t'aimes bien son style, Roca, ou parce que non, moi, en fait, je trouvais ça très bien. Les premiers numéros, j'étais pas habitué à ce style-là, donc je trouvais ça original. Mais c'est ça. Pas pour une série régulière de 70 numéros.
Ouais, c'est ça. Et la qualité allait en descendant aussi. Donc, voilà. Là, je trouve que moi j'avais lu une série, la première série qui a été reprise par Disney/Marvel de Alien, quand ils ont récupéré la licence. La série Alien, c'est dommage parce que le scénar était super cool, mais le dessin c'était très particulier. J'ai l'impression, mais là, comme pour ce Obi-Wan Kenobi d'ailleurs, moi j'ai l'impression de lire un mix entre un comics et tu sais, les romans en photo, là, tu sais, ils prennent des photos des films et des séries et puis ils te mettent des bulles dessus, tu vois. J'ai un peu l'impression de dire ça et c'est vrai que c'est particulier, hein, la Roca. Et concernant la série, aucun intérêt d'Obi-Wan Kenobi, comme pour Mandalorian, comme on en avait parlé récemment. Pas de plus-value pour l'instant. Ouais, voilà, c'est du copier-coller, donc je vois toujours pas l'intérêt de ça, mais bon, on le lit quand même. Voilà. Excellent. Moi, côté littérature, ouais, les gens peuvent peut-être voir à l'écran, là, dans le fond, mes deux petites arrivées qui ont traversé l'océan, donc le Han Solo numéro 2 qu'on a critiqué ensemble, et le Pirate ou Rebelle, voyons, ouais, c'est ça, Pirate ou Padawan. Padawan. Le Star Wars, la Haute République, les aventures. Donc, et je confirme que dans aucun des deux cas, il y a des couvertures variantes à la fin. Donc, de ce côté-là. J'ai l'impression que c'est peut-être des choix que Panini fait aussi là, quand il lui reste de la place en termes de le nombre de pages que ça donne une fois complété. Ouais, donc, c'est quand même dommage, mais bon. Ils mettent l'emphase plus sur la fade, donc c'est de la couverture hardcover, quoi. C'est du rigide, c'est ça. Alors qu'ici, on a du souple, donc bon, c'est peut-être pour ça aussi. C'est possible, mais c'est ça, il n'y a pas si longtemps, on avait eu des couvertures variantes à la fin de je ne sais plus quel numéro. Là, donc, parce qu'on en avait fait la remarque à Aurélien à l'époque. Ouais, puis côté lecture, je serais des originaux en anglais comme toi, là, je serais peut-être un petit mini-avertissement. Moi, je ne suis pas du tout dans les dogmatiques des anti-divulgateurs, des spoilers, tout ça. Et dans quel ordre il faut lire telle chose. Parce que, tu sais, dans la Haute République, on a beaucoup de choses qui se passent en même temps. Donc, et là, on a le premier roman qu'on est tous les deux en train de lire, là, je crois, de la phase 3. Eye of Darkness, hein, c'est ça? Ça commence bien. C'est que le début. Oui, ça commence bien. Mais, ça et la série de comics chez Marvel qui s'appelle Shadow of... Starlight. Of quoi déjà? Starlight. Starlight, oui, les ondes, c'est ça. C'est donc Starlight, la station spatiale là, qui s'est crashée. Bref, c'est... Ben, tu sais, je sais pas s'il faut dire spoiler, c'est que c'est très complémentaire d'un de l'autre. Donc, dans le roman, on a des scènes du comics, et vice-versa. Fait que, et j'ai remarqué des mini-différences pour avoir lu vraiment le comics, là, être retourné voir le comics juste après des scènes dans le roman. Mais, fait que c'est ça. Fait que les allergiques on va trouver qu'ils se sont fait spoiler un ou l'autre. Même si ce n'est pas le climax de fin, là, on s'entend, là, c'est des événements. Fait que voilà, mais je voulais le dire parce qu'il y en a qui sont vraiment allergiques aux spoilers, là, tu sais, puis que, bon. Fait que rendu là, à ce moment-là, on vous conseille peut-être de prendre le roman en premier et les comics en complément. À moins que vous soyez très, très comics plus que roman, donc bon. En tout cas, là, c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné, mais pareil, on est en train de lire le roman et les comics, et c'est tellement bien la phase 3. On parle de la phase 3 de la Haute République. Ça commence excellemment bien, quoi. Que ce soit en comics ou en roman, moi je suis à fond dedans, là. Vraiment. Excellent. Avant de passer en hyperespace, Jean, si je te demandais, on avait quoi au programme récemment? Alors, récemment, on a eu une superbe émission. C'était Sem qui a mené ça de main de maître, qui nous parlait de Bright Star en compagnie je recherche le nom, de Raphaël Ebert, qui est le réalisateur de ce fan-film. Donc, c'était un fan-film, donc Bright Star. Superbe émission, allez l'écouter, c'est super cool. Allez regarder aussi Bright Star, d'ailleurs, je crois qu'il est disponible sur YouTube. Oui, exact. Un fan-film québécois, donc effectivement, on vous invite à aller voir ça. C'est quand même une belle... moi, je l'avais vu en avant-première dans un cinéma à Québec sur grand écran, c'était quand même impressionnant. Et comme vous découvrirez dans l'épisode, l'entrevue, on va dire que Seb a fait avec le créateur, on parle d'une équipe professionnelle. On parle de gens qui travaillent sur les gros blockbusters hollywoodiens. Parce que peut-être les gens en Europe ne le savent pas, mais beaucoup de ces fameux films hollywoodiens sont tournés en tout ou en partie à Montréal. Donc, fait que c'est souvent des gens qui étaient disponibles pour participer à ce projet-là. Mais là, à un moment donné, ils sont plus disponibles, il fallait qu'ils aient travaillé sur Mission Impossible. Ça donne une idée.
quand même de la qualité, de la professionnalisation, professionnalisme de cette équipe-là. Oui, exactement. Et il parle même de l'acteur principal qui est cascadeur, si je me rappelle bien. Ouais, c'est ça, je pense qu'il devait aller travailler sur Mission Impossible 7. Ça donne une idée, mais effectivement, c'est entre autres les studios Melz à Montréal, tout ça, les gens même les gens au Québec souvent ne le savent pas, là, mais à quel point il y a beaucoup de choses faites dans le Grand Montréal, c'est impressionnant. Et sinon, je crois que vous avez fait une émission manga aussi récemment. Voilà, c'est le dernier littérature qui est sorti, et donc c'est Julien et Thomas et moi-même qui parlons du dernier manga, Leia, Princess d'Alderaan, pardon, en français. Donc voilà, un très très bon Vraiment manga que j'avais aussi. beaucoup aimé. J'ai pas encore écouté votre épisode parce que je pense qu'il est sorti genre aujourd'hui, le jour qu'on enregistre là. Fait que je suis curieux d'avoir votre avis parce que vous aviez donné la note parfaite à Étoile perdue. Ah oui. C'était aussi un Claudia Gray. Oui. Et j'avais beaucoup aimé Leia, Princesse d'Alderaan. Donc, c'est ça. Je suis curieux d'avoir votre avis. Est-ce que tu liras les mangas, oui, peut-être? Éventuellement, oui. Déjà, si je réussis à mettre la main dessus, parce que ça aussi, je les trouve pas ici au Québec. Il va falloir que je fasse venir ça d'Europe. Et peut-être mentionner aussi là, les gens, des fois, qui peuvent peut-être avoir du mal à suivre quand c'est en chronologique, là, sur YouTube, sur Spotify, sur peu importe où vous nous écoutez. Vous pouvez aussi là, aller sur notre site Star Wars. L'adresse, c'est starwars.direct. Et comme vous voyez, évidemment, vous avez toutes les émissions là, récentes en ordre chrono, mais vous pouvez aussi aller sélectionner, par exemple, là, vraiment en catégorie, juste les littératures, par exemple, etc. Là, maintenant, il y a les musiques, les séries télé, etc., etc. Vous avez évidemment aussi le lien vers la boutique, vers le Discord. Donc, c'est ça, on vous invite. D'ailleurs, on souligne qu'aujourd'hui, la journée qu'on enregistre, vous voyez, il y a du moins 35% de rabais. Donc, je ne sais pas si ça va être encore en vigueur le jour où vous nous écouterez. Mais bref, on vous invite à aller voir les fameux designs de Danny. Moi, justement, je pense que je vais me commander le fameux Niamos Beach, une espèce d'imitation de chandail floridien, là, Disney World. Donc, c'était pour la série Endor. Hein, c'est l'endroit où Cassian était capturé, si je me souviens bien. Là. C'est ça. C'est un peu un pastiche de Miami Vice, peut-être. Ouais, un peu les fameux des couleurs de Miami. Super. Donc voilà, on vous invite à aller faire un tour sur le site et sur la boutique. Et sur ça, Jean, je pense qu'on va pouvoir passer en hyperespace et attaquer notre fameuse album de Yoda. Est-ce qu'on va aimer? Est-ce qu'on va moins aimer? Vous le saurez après la pause. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Et de retour, donc, effectivement, on est là pour parler. On va faire un mini précision. On est là pour parler de cet album-ci que vous voyez à l'écran de Yoda. Et non pas parce que, justement, même ma blonde a failli faire cette petite erreur-là en librairie. Il y a encore souvent cet album-ci qui était de la série de 2015, justement. Rendu là, on devait être en numéro 5, on devait être rendu en 2019 peut-être. Là. Mais ça, c'était la série Star Wars et c'était un album sur Yoda. Là, ça s'appelait La guerre secrète de Yoda. Mais bref, c'est ça. Fait que faites pas l'erreur. Ce n'est pas du tout la même histoire. Et on va en discuter, Jean, mais j'oserais dire que c'est pas du tout la même qualité non plus. Bon, ça, c'est ma première petite appréciation personnelle. Peut-être préciser aussi que ce fameux album-là, on est sur quelque chose une première dans le canon Star Wars. On est sur le plus gros album du canon Star Wars. Là, donc, le numéro 1 à 10, c'est la totalité de la série, ou comme Marvel appelait ça, là, c'est des maxi-séries. Là, bon, c'est la terminologie du petit monde des comics. Donc, fait que c'est vraiment la totalité. Il n'y a pas de... à moins que... Ça se peut très bien que dans 2 ans, ils nous ressortent une autre maxi-série. Là. Ça avait été ça aussi dans le temps avec les Kanan. Hein, il y avait eu une première série et vu le succès, il en avait fait comme une deuxième. Ouais. C'était peut-être c'était presque une régulière à l'époque, je ne me rappelle plus. Non, au total, il y a eu 12 numéros, je pense. Ah, 12 numéros, oui. Ouais.
Mais bref, voilà, fait que 10 numéros et je veux pas appeler ça de l'anthologie, dans le sens que c'est un peu 3 arcs plus un numéro de conclusion. Mais c'est ça. Oui, dans un sens, c'est de l'anthologie, là, mais je veux dire, c'est quand même 3 numéros sur la même histoire, où est-ce qu'on suit les mêmes personnages, à 3 temporalités différentes. Je vais afficher là, les specs, là, comme j'aime dire. Évidemment, c'est ça, on est chez Panini Comics, les numéros 1 à 10, fait que ça fait un bon 232 pages pour 24 €. Fait que c'est sûr que ça, en termes de rapport prix-page, c'est entre ça puis le 4 numéros là, de Star Wars Adventure derrière moi. Vous rentrez pas mal plus dans votre argent avec Yoda. Et je vous ferai pas la lecture de toutes les... Parce que là, dans le fond, c'est ça, on a une équipe par arc. Donc, autrement dit, on a 4 équipes là, qui... les gens ne changent pas au sein d'un même arc, donc même dessinateur, même coloriste, même auteur. Mais c'est ça, c'est à chaque histoire, on change de scripteur, de dessinateur, de coloriste. Il y a juste les couvertures qui ne changent pas, comme vous avez pu voir à l'écran. Là, c'est Phil Noto qui fait la totalité des couvertures. Ouais, Phil Noto, ouais. Très bon. Hein, Phil Noto. De la manière qu'on va fonctionner, Jean, ce que je te propose, vu que c'est comme 4 histoires, c'est quand même raisonnable qu'on passe histoire par histoire, peut-être, là. Puis je pense pas que ça mérite des résumés de 2 heures. Fait qu'est-ce que si on y va, on va peut-être préciser, on va complètement spoiler l'album. Là, donc si vraiment vous êtes allergique aux spoilers, mais on va pas tomber non plus dans les détails très. En tout cas, non. Moi je trouve que pour ce qui est des comics, on spoil pas comme avec les romans là, dans la section spoilers. Ouais. Même si j'aimerais bien, hein. Je t'avoue que parfois j'aimerais bien, alors j'ai tellement de notes qu'on Ouais, mais là, il faudrait faire une émission de Star Wars en direct d'1h30 pour chaque comics. Donc, chaque numéro. Là. Fait d'ailleurs, je voulais te demander, avant de commencer, ton rapport avec le personnage, peut-être, parce que c'est vrai que Yoda, c'est quand même un personnage bien particulier. Et toi, qu'est-ce que tu penses du personnage? Quel est ton rapport? Écoute, on s'entend, c'est un personnage chéri de la trilogie originale qui apprécie ça. Il y en a qui ont aimé ou moins aimé son rôle, on va dire, dans la prélogie et surtout dans The Clone Wars. Parce que là, dans le fond, je n'ai pas précisé, mais les 3 arcs, on a des temporalités différentes. Donc, c'est pour ça, là, dans le ruban qui déroule, vous avez peut-être vu, là, mais c'est ça, on est autant à la Haute République que prélogie, Guerre des clones. Et on est dans la trilogie originale. On est dans le sens que on est quand même dans un schéma relativement classique de c'est quelque chose au présent et là on se fait raconter une histoire passée. En fait, là, c'est Yoda sur Dagobah qui se remémore 3 histoires passées. Donc, fait que c'est ça, moi c'est un personnage il y a eu des arcs très intéressants dans The Clone Wars, par exemple, on explorait un peu plus la force, hein, il allait au cœur, au noyau de la galaxie, là, puis ça devenait un peu métaphysique, tout ça. Mais je dois dire, j'avais un peu d'appréhension quand ils ont annoncé ça, parce que justement, je me souvenais de cet album-là, qui était vraiment pas fantastique. Personnellement, je ne peux pas dire que c'était dans mes préférés, je me souviens plus la note que je lui avais donnée. Et même le peu, moi j'ai pas lu tout ce qu'il y avait dans le temps des légendes, mais je trouvais que c'était pas mon personnage préféré. Tu sais, un petit peu trop tout puissant, tout ça. Alors que dans les films, pourtant, il fait des erreurs. C'est ça que mais on va voir là, dans l'album d'aujourd'hui, voir si c'est un Yoda parfait ou pas. De ton côté, c'est quoi ta relation avec Yoda? Justement, à l'annonce du comics, on en avait parlé dans les WhatsApp précédents de plusieurs émissions. On s'attendait à rien de ce comics-là, parce que le personnage, moi je le trouvais jamais très intéressant. Si je l'aime bien, il est rigolo dans la trilogie originale, mais je le trouve totalement à côté de la plaque dans la prélogie et dans The Clone Wars, quoi. Dans l'épisode 8, ouais, ça m'a plu, son passage, son petit discours sur l'échec et tout, c'était pas mal, ça j'ai bien aimé. Mais c'est pas en fait, c'est le truc, le fait qu'il soit ultra puissant et presque omniscient, quoi, mais qu'il apporte rien aux personnages principaux. C'est un peu comme Dumbledore, là, tu vois, on se fait les Harry Potter avec ma petite, là. Okay. Et Harry Potter, Dumbledore, c'est le sorcier surpuissant et qui connaît tout sur tout, mais qui dit jamais rien à Harry, quoi. Et il va pas aider nos héros directement. Yoda, c'est pareil, j'ai l'impression qu'il est là, et il dit, alors oui, il a des phrases mémorables, mais il vient jamais aider nos héros, quoi. Donc, alors qu'il pourrait.
Donc non, franchement, c'est pas. Tu vois, dans le Discord, je sais plus si c'est dans le Discord ou ailleurs, on nous parlait des top 10 des personnages préférés de Star Wars. Mais moi, même dans mon top 30, Yoda est pas dedans, quoi. Déjà dans le top 10, je crois qu'il n'y a pas de Mhm. personnage de la trilogie originale. Ouais, c'est sûr Mais qu'en Yoda, partant, vu la race, vu tout, ouais, c'est un personnage que je pense qu'on peut difficilement s'y identifier. ouais, c'est Je sais compliqué, ouais. que nous, au Québec, il y a un ancien homme politique, homme d'État, qui se faisait beaucoup caricaturer et comparer à Yoda, là, et même dans le, Physiquement? le, le camp, sa famille politique qui représente la moitié du Québec, c'était vraiment vu comme le Yoda. Il était très, mais c'est ça, ça prend vraiment une imminence grise, là, tu comprends, un tout respecté de tous, tu sais, etc., etc. Mhm. Et ben, c'est ça, c'est plus facile de s'identifier à certains Jedi, certains Sith, certains clones même. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça que mais la ultra hype sur le bébé Yoda à l'époque et Grogu par la suite, Mm-hmm. j'ai pas vraiment compris parce que ouais, ok, c'est un petit de la race de Yoda, mais enfin, on connaît rien de Mais ça, rien on sur, l'a dit, c'est sur parce que Star Wars. t'as pas de cœur, Jean. T'as pas de cœur. Il est trop mignon, Grogu. Oui, ouais, c'est Ah. juste le fait qu'il soit mignon, quoi, parce qu'après le reste, bref, tu vois, après Throne, je vais bâcher Yoda. Mais Ouais, est-ce ouais, que c'est ce ça. tome Hein. va nous, T'as un est-ce- problème avec la toute-puissance, je crois, Jean, ou l'omniscience. Non, mais là, c'est plus, encore une fois, dans la trilogie originale, moi je l'aime beaucoup, hein, j'aime beaucoup ces passages sur Dagobah, mais Mm. c'est vrai que j'ai du mal avec le fait que, bah, là, on le verra dans ce tome aussi, hein, qu'il sait des choses, et la Haute République également, hein, je sais pas si tu te rappelles, mais enfin, il sait des trucs sur les Nameless qu'il va pas répéter aux Jedi, quoi. Ouais, Et, ça, j'ai hâte de voir comment ça va ouais, tourner. Là. J'ai pas fini le roman, là, mais mm, mm. j'ai du mal. Ça, je trouve, c'est le trou dans tout le scénario global de la Haute République. Là, je trouve que c'est Que ça. Yoda, c'est un Yoda peu le fait point partie faible, ouais. de Ouais. ça. Là. C'est ça. En tout cas, la structure du tome, là, avant de commencer à résumer que tu Mhm. parlais, là, la structure en trois arcs sur trois différentes époques, avec une espèce de fil rouge qui se déroule sur Dagobah avec sa conversation avec Obi-Wan Phantom, là, ça, Ouais. j'ai beaucoup aimé comme structure, vraiment. C'est un truc récurrent, tu l'as dit, mais j'aime bien. Là, tu vois, ça passe bien. Déjà, tout le tome direct, ça se passe sur Dagobah, j'étais content. Ah, c'est cool ça, et on le verra par la suite. Ouais, ouais, passer de la Haute République à la guerre des clones à la trilogie à Dagobah, c'était vraiment Mm. très, très cool comme structure. Ouais, puis j'ai retrouvé la note que j'avais donnée à l'album spécial Yoda là, de la série Star Wars. J'avais donné un 8 sur 20, donc un 40%. C'est pas Ah mal, oui, c'est dans le top 10 des pires, il y a... des pires notes que j'ai données. Fait que c'est dire, là. Fait que voilà, écoute, ça donne une idée si on a un a priori positif ou négatif sur Yoda. À Donc, voir, c'est toujours premier à voir. numéro, ça parle de quoi, Jean? Alors, ben, on va regrouper l'arc, le premier arc, c'est les numéros 1 à 3, et qui s'appelle en anglais Light and Life, donc qui est le slogan de la Haute République, on va dire. For Light and Life. Mhm. Donc on retrouve Yoda sur Dagobah au temps de la trilogie originale, donc c'est avant l'arrivée de Luke, hein, je pense. Il parle à Obi-Wan et se remémore une de ses aventures au temps de la Haute République, donc ces aventures-là. On a un peuple d'autochtones d'une planète aquatique qui se fait envahir par des méchants pabos, là. Malgré leur résistance, ben, ils vont devoir faire appel aux Jedi et c'est Yoda tout seul qui va venir les aider. Il va d'abord repousser les envahisseurs, puis il va rester un petit temps sur cette planète, hein, entraîner les autochtones pour d'éventuelles nouvelles attaques. Très Seven Samurai, les 7 samouraïs dans l'esprit, hein. C'est vrai. Et voilà, mais voilà, ça c'est un peu le début de l'arc, quoi. Et puis on peut en discuter là, si tu veux, par la suite, plus en détail, quoi. Mhm. Euh, voilà Oui, pour le ben écoute, ben, on peut aborder voyons, scénario en premier. Personnellement, tu as raison, c'est du relativement déjà vu des 7 samouraïs. Même dans Star Wars, on a eu plusieurs adaptations des 7 samouraïs, là, je veux dire. Mais au-delà de ça, comment dire, ça le pousse après. Peut-être le premier numéro et ça, et c'est ça, vers le deuxième, en tout cas, c'est ça. Yoda, c'est pas une petite mission très très courte, il reste sur cette planète-là longtemps. Voit les gens grandir, tout ça. Fait que. Mais effectivement, c'est deux clans là, sur une même planète, là, deux races différentes qui s'affrontent parce qu'ils ont des intérêts tout à fait différents. Et Yoda, évidemment, va aider les victimes des deux camps. Là. Donc, c'est ça, c'est les petits en mauve là, qu'on voit à l'écran.
très stylé d'ailleurs, je trouve, versus, j'ai pas le nom de la race, hein, par contre. Ah, moi non plus, je t'avoue. Versus les navis, on va dire. Navi versus les gros méchants en rouge qu'on voit, on les voyait par exemple sur la couverture, là, c'est ça, très mécanique, industriel, tout ça, alors que les autres sont plus médiévales un peu, proches de la nature, etc. Fait que c'est ça. Fait que côté histoire, mais c'est ça, c'est Yoda qui commet des erreurs, qui se rend compte qu'il a peut-être sous-estimé ou la bonté, on va dire, des gens qui aident, ou on pourrait même faire des parallèles avec le conflit actuel à Gaza. Là, donc, mais je veux pas qu'on se lance là-dedans, là, parce que ça peut être glissant. Mais je trouve qu'il y a quand même plusieurs parallèles à faire. Mais c'est ça. Côté histoire, moi, j'ai quand même bien aimé. Là. C'était sympathique. Puis, c'était mieux que beaucoup d'autres histoires de Yoda qu'on a eues par le passé, je trouve. Ouais. Est-ce que tu en as pensé de ton côté? Voilà, on n'a pas mentionné, mais c'est Kevin Scott qui fait ce premier arc-là. Et on le connaît bien, Rising Storm, Path of Vengeance, Doku, Jedi Lost, Tempest Runner, tout ça. Donc on sait qu'il est très très bon. Hein. Et justement, j'aime bien son écriture sur cet arc-là. Moi, c'est quand même l'arc qui m'a plu, mais qui m'a pas le plus emporté. Quoi. Disons que si je devrais mettre une échelle, je mettrais tout en bas, mais c'est quand même très, très, très sympa à lire. Il y a un petit côté horrifique à partir du deuxième numéro, là, quand ils vont sur l'atoll des méchants, là, pour essayer de récupérer Yoda, un petit côté infiltration horrifique. J'aime bien aussi le design, donc tu as vu le design des autochtones, la race j'appelle des navis, mais c'est pas des navis. Les navis, c'est Avatar, parce que ça fait évidemment penser à Avatar. Ils sont près de l'eau, ils communient avec l'océan, machin. Donc c'est très Avatar. Et de l'autre côté, le design des antagonistes. Je dis plus antagonistes que méchants, parce qu'on verra par la fin, justement, il y a une espèce de retournement de situation, mais super intéressant, que Kevin Scott a amené. Là, j'ai beaucoup aimé ce tournant, qui me fait très design, Warcraft / Warhammer, tu vois. Très orc, t'as raison. très très technologique, tu vois, avec des pics partout, très un look de méchant. Voilà, donc très très méchant. Et justement, il y a une espèce de petit cliffhanger. Alors déjà, entre-temps, il y a Yoda, moi, que ça m'a saoulé. Après, c'est pas l'écriture en elle-même, c'est le personnage de Yoda, justement, qui me dit, mais il est con, c'est pas vrai, quoi. C'est qu'il a une méthode d'enseignement qui est basée sur ne pas dire directement aux gens ce qu'ils pensent, quoi. Voilà, il va essayer de les faire travailler, les faire, les éduquer par eux-mêmes, tu vois. Donc là, il y a le héros, on va dire, de cette tribu d'autochtones qui s'appelle Bri, qui pense faire quelque chose de bien en tuant un antagoniste, quoi. Enfin, le chef des méchants, d'ailleurs. Et ça va complètement twister, faire changer le destin des antagonistes et des héros. Lui, il va être qualifié, donc ce Bri, il va être qualifié de héros de la tribu. Et du numéro 2 au numéro 3, il y a une espèce d'ellipse temporelle où, entre-temps, Yoda s'est barré de la planète, a laissé la tribu seule, qui ne s'est plus fait attaquer par les méchants, entre guillemets, qui, après la mort de leur chef, se sont calmés, mais qui ont aussi élevé ce Bri comme héros du village, alors que lui, il vit dans une dépression totale, le pauvre, depuis le départ de Yoda, mais ça doit durer des années, parce que le gars a le temps de grandir, à se laisser pousser la barbe, à être papa presque, non, je crois qu'il est tonton, non, bref. En tout cas, il y a un temps énorme qui se passe entre le 2 et le 3, où lui, il broie du noir, ce héros-là, et Yoda qui le laisse dans sa merde, quoi, et qui revient après, tranquille sur la planète, en mode, bon, alors, t'as pris la leçon et tout, et j'ai dit, mais Yoda... Mais t'aurais pas pu lui dire avant, là, le gars, il était en dépression depuis 20 ans. J'ai halluciné. Ouais, il n'y a pas le même rapport au temps, Yoda, il vit trop longtemps. C'est peut-être pour ça. Mais ça se finit où est-ce que les deux clans vont finir par devenir plus amis, là, économie partagée, vivre le libre marché, la mondialisation, voilà. Ouais, non, mais ça, c'était très cool, la conclusion. Moi, j'ai adoré, justement, les héritiers de Bray et des autochtones qui vont attaquer, vont kidnapper une petite du clan adverse, et du coup qui vont énerver le clan adverse, qui vont vouloir attaquer encore une fois les autochtones. Ouais, c'est ça, c'est le concept là, des guerres éternelles entre deux clans. Voilà. Puis en plus, comme tu as dit, les rouges là, qui sont très bourrins, qui vivent vraiment au dépens. C'est la différence entre carnivore et herbivore, là. Les carnivores ont besoin d'herbivores pour survivre. Oui, voilà, c'est ça. Parce donc, que si les herbivores se révoltent, ça va pas bien. Moi, par moment, ça m'a fait penser à Une vie de bestiole. Au Québec, ça s'appelait Une vie de bestiole, A Bug's Life. En France, c'était 1001 pattes, je crois, le deuxième qui sort. Là, dans les le deuxième qui sort.
Ah, c'est vrai, c'est un peu ça. Fait que Ouais, c'est les fourmis versus les sauterelles, c'est ça. Fait que c'est un peu ça qui se passe dans le fond. C'est que les fourmis se révoltent et les sauterelles, ben, ils crèvent de faim. Puis Yoda, ben, c'est pas ça qu'il voulait non plus. Son but, c'était pas d'anéantir une race plus que l'autre. Ouais, mais ça finit. Tout est bien qui finit bien. Ouais, les deux tribus qui Sinon, se comprennent. Côté visuel, comment t'as trouvé ce dessin-là qui est, on va le remettre à l'écran un petit peu cartoon, hein? Voilà, c'est ça. Alors, le dessinateur, c'est Nico Leon. C'est un petit nouveau chez Star Wars, hein. Mais il a beaucoup d'expérience chez Marvel DC notamment. Il a fait quoi chez Star Wars? Non, il n'a pas fait C'est cartoon grand-chose. sur certains plans. Sur d'autres, là, je vais en montrer à l'écran là, pendant que t'en parles. Mais regardez là, à quel point, sur certains aspects, là, les effets de lumière aussi, tout ça, les couleurs, là, je trouve que c'est magnifique. Oui, c'est joli. Non, c'est très bien dessiné. Moi, tu vois, j'ai jugé donc leur arc en général. J'ai aussi jugé leur Dagobah et leur Yoda, tu vois, parce que je trouve le Dagobah très très beau. Et le Yoda, plutôt pas mal, parce qu'on sait, on l'a vu dans le passé, Yoda, comme Jabba par exemple, ou comme Grogu, ce sont des personnages qui sont relativement difficiles à dessiner, j'imagine, parce qu'il y en a qui se sont cassés les dents dessus. Moi, je me rappelle de Yoda et de vieux, enfin dégueulasse quoi. Et là, son Yoda est très très cool à Nicoléon, donc il n'y a pas de souci sur ça. Et oui, le côté coloré très, ce qui fait un peu jeunesse, fait Avatar, quoi. Moi ça me fait penser à Avatar très coloré aussi. Mais ouais, non, le design des deux peuples est très cool. Non, vraiment, j'aime bien son style à Nicoléon. Ouais, écoute, entièrement d'accord avec toi. Moi, on fera un petit bilan à la fin, mais je pense que c'est peut-être visuellement le plus beau des arcs. Évidemment, il faut aimer un style un petit peu plus cartoon aussi. On est loin justement du Salvador Larroca, là. On est loin d'être dans du photoréaliste. Mais moi, je préfère ça personnellement. Évidemment, il faut que ça fitte avec l'histoire. Donc là, effectivement, c'est le cas. Mais que ce soit dessinateur, comment ils disent, là, l'encreur, le coloriste, tout ça, c'est vraiment là, une équipe de choc. J'espère qu'on va les revoir. C'est ça. Regardez là, à l'écran, là, entre le feu et les couleurs de sable laser. Aussi, des fois, nos critiques vont être sur l'aspect découpage, sur l'aspect dynamique aussi dans les scènes d'action. Là, je vous en remets une à l'écran. Là. Je veux dire, qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Là? Ouais, très dynamique. Dynamique, on comprend ce qui se passe, on comprend l'action. Ouais. Moi, j'ai été bluffé là, par ces 3 premiers numéros. Là. Ouais. Beaucoup aimé. Ouais. Bah, tu vois, à la première lecture, j'étais là, ça reste classique, tu vois, 2 tribus, Yoda qui arrive. Mais la relecture me l'a fait remonter. Ouais, la fin, là, le retournement de situation, comme tu dis. Ouais, la fin. Il y a un passage aussi au début numéro 1, quand la première attaque qu'on voit, c'est les orques, là, ils arrivent en mode lance-flamme, et du coup, ils crament tout, et du coup, il y a même des personnages de la tribu qui se font cramer, brûler vifs, tu vois, et là, le côté petit peu horreur de Cavan Scott qui ressortait là. Ah oui, ça reste relativement violent après, voilà, c'est juste... Enfin, tu me diras, c'est juste un gars qui se fait cramer quand même, quoi. Mais c'est le côté horreur de Cavan Scott qui me plaît bien, qui était là. Donc, voilà. Excellent. Si on passait au deuxième arc? Oui, alors deuxième arc, ça se passe, donc ça s'appelle Students of the Force, numéro 4 à 6. Et donc c'est quelques temps avant la prélogie, où on a un Dooku, encore jeune Jedi Knight, un membre de l'ordre, et lui, donc Dooku et Yoda, qui vont visiter un groupe de Padawan, composé notamment d'un Wookiee, d'une Trandoshan. On le rappelle, Wookiee Trandoshan, c'est 2 races ennemies dans le lore de Star Wars. Et d'un Togorian. Alors le Togorian, c'est la race de tigre, là, qui sont 3 amis, c'est 3 Padawans amis, mais on s'aperçoit que le Wookiee, en plus ce qui est marrant, je digresse direct, mais le Wookiee, dans notre inconscient, un Wookiee c'est un gentil, tu vois. C'est comme ça, parce que c'est Chewbacca, mais non, là, le Wookiee va développer une espèce de jalousie vis-à-vis du Togorian, du tigre en gros. Il a envie l'amitié entre lui et la Trandoshan. La Trandoshan, effectivement, c'est une Trandoshan femelle. D'autant plus que, voilà, il va découvrir peu à peu, le Wookiee donc, que cette animosité est innée en quelque sorte, quoi, entre les Wookiees et les Trandoshan. Donc petit à petit, il va avoir des visions, et il va avoir comme vision que la Trandoshan va le buter en fait. Donc ça va encore plus se dégénérer, et Yoda et Dooku vont tenter de clarifier un peu la situation. Donc voilà, on peut en discuter là si tu veux. Ouais, oui, tout à fait. Côté scénario, c'est ça. On est vraiment dans la différence d'approche entre Dooku et Yoda. Dooku qui est, on va préciser, le Dooku à cette époque-là, qui est chevalier, qui est maître Jedi, là, qui n'est pas encore
côté obscur où il n'a pas encore quitté non plus. Il n'est pas devenu, là, c'est quoi dans c'est le roi de Serrano, mais c'est pas le roi, en tout cas, c'est un autre comte, titre. le comte. Le comte. Ouais, le comte du coup, effectivement. Oui. Mais bref, c'est lui qui mène sa planète. Moi, c'est un personnage, je peux mentionner que j'adore. Dooku, je trouve qu'ils lui ont créé une profondeur dans les romans, dans les comics, tout ça, dans même les petites histoires. C'est très intéressant. Là, ici, ça serait peut-être ma déception. Parce qu'en voyant les couvertures, on s'attend peut-être, oui, c'est ça. Comme j'adore le personnage, je m'attendais peut-être à une participation un peu plus active, alors que là, ça se limite à leur manière de répondre aux questions des Padawans. Donc, et Dooku va pousser le Wookiee justement à chercher dans son instinct, à chercher, comment dire, à faire ce que son instinct lui indique, tu sais, puis tout ça. C'est sa vision de la force, tu sais, pour lui, c'est la force qui se manifeste. Et Yoda entrevoit le côté très risqué, mais faut mentionner que Dooku se fait jamais dire, tu sais, le Wookiee lui dit pas j'en ai contre tel autre Padawan. C'est ça, c'est que Dooku, il se fait pas dire carrément les vraies intentions là, du Wookiee. Mais c'est ça. C'est vraiment pour différencier l'approche des deux. On rappelle hein, que Dooku est un ancien Padawan de Yoda. Oui, c'est vrai. Ceux qui l'auraient oublié. Fait que c'est ça. En gros, pour ce qui est de l'histoire, c'est pas, ça n'a rien de passionnant. J'ai même l'impression qu'on a peut-être au moins un numéro de trop, là, dans le sens en termes de longueur. Là. J'ai l'impression qu'il n'y avait pas tant besoin d'autant de matériel pour raconter cette histoire-là. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ah ben, moi, c'est l'opposé total, tu vois. J'ai adoré cet arc-là et je trouve que ça aurait pu développer en plus, tu vois. C'est marrant, j'avais noté ça, justement. J'aurais voulu développer cette amitié entre Padawan plus. Parce qu'en fait, déjà, il faut savoir que... Donc, là... Ouais, je vais préciser. C'est que j'ai l'impression que là, c'est que dès le premier numéro, on voit tout de suite où ça va mener. On entrevoit déjà qu'est-ce qui va arriver. Fait que c'est dans ce sens-là que est-ce rendu au troisième numéro. Mais tu as raison, ça aurait pu avoir une profondeur plus étalée. Ah, en fait, là, je vois que donc la scénariste de cet arc-là, c'est donc Jodie Hauser, que je mentionne dans le WhatsApp, là, qui a donc fait cet arc-là, mais qui est aussi donc la scénariste de Throne, le comics Throne, qui est l'adaptation du roman. Et qui va adapter la suite du roman Throne Alliance en janvier. Là. Le premier numéro sort en comics en janvier 2024. D'ailleurs, elle scénarise avec Timothy Zahn lui-même, le deuxième roman, bizarrement. Ouais. Le premier comics, elle était seule, et là, ils sont deux avec Timothy Zahn, donc ça va être cool de voir ça. Et elle avait fait aussi le Rogue One et le TIE Fighter, la mini-série, là, qui était très très bien. Et Rogue One qui était l'adaptation donc du film en comics quoi. Donc ouais, et justement j'ai beaucoup aimé en fait les thèmes qui sont touchés dans ce Stark là, et c'est l'animosité Wookiee Trandoshan plus que Yoda Dooku, hein, tu me disais, ils sont pas vraiment présents plus que ça. Ils sont là mais plus en background, c'est pas focus sur eux. Donc effectivement, c'était fan de ces deux personnages, et toi tu es un gros fan de Dooku, j'imagine. Mais on peut peut-être préciser, c'est peut-être pas clair dans ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, oui, tu as raison, l'animosité là, naturelle, Trandoshan Wookiee. Par contre, dans ce cas-ci, la Padawan Trandoshan, elle a aucune animosité envers le Wookiee. C'est vraiment le Wookiee tout seul de son coin, de son côté, là, qui développe là, ça, là, tout un passif agressif. C'est ça, il se transforme... On voit sa transformation de gentil Wookiee en bully, en fait. Et je trouve que le thème du bullying, qu'on appelle ça en français, je sais même pas. L'intimidation. Ouais, l'intimidation. Ça, c'est un problème qui a toujours été, et qui fait des ravages encore de nos jours, quoi. Donc c'est important de parler de ça, je trouve. Et là, elle a pris ce thème-là pour son arc-là. Moi, je trouve que Jodie, elle fait très très bien. C'est un arc, moi, qui m'a touché, tu vois, émotionnellement. On sent la patte féminine, tu vois, au niveau du scénario, j'ai trouvé, quoi. Donc, ouais, non, super histoire, très émouvant. Encore une fois, j'ai envie de dire sur l'histoire, elle écrit Yoda comme un gros connard, en fait. C'est la deuxième fois que moi je trouve Yoda mais affreux quand le Wookiee erreur. Il fait plusieurs fois la même erreur, ou en tout cas il ne voit pas venir ce que... C'est fou, quoi. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il est dans n'importe quelle histoire du canon, c'est pour
il se plante en fait, il se plante tout le temps. C'est comme là, tu vois, dans Stark là, donc le Wookiee va commencer à bousculer la Trandoshan en mode, ou le tigre, je sais plus, en mode, voilà, en mode gros connard, quoi. Et donc Yoda va le remarquer, Yoda va le prendre tout seul, tu vois, et va lui dire, ok, donc ça c'est cool, mais c'est pas comme ça qu'on fait, gars. Enfin, tu prends les trois amis et tu leur expliques en face. Tu essaies de trouver qu'est-ce qui va pas. Tu les fais parler, quoi. Comme Mhm. il aurait dû faire avec Anakin et. Enfin, Obi-Wan, Anakin. Ouais, Enfin, il aurait en dû ce les prendre. sens-là, elle a respecté le Yoda des films. Ouais, voilà. C'est vrai que oui. En gros, oui. Techniquement, elle a respecté. Mais c'est pour ça, là, le fait que les deux arcs qu'on voit là, bah, ça montre un Yoda qui se plante vraiment. Je crois qu'ils ont vraiment compris le fait que Yoda, en fait, c'est un gars qui doit rester cantonné à l'éducation des younglings, parce qu'il est souvent cantonné à ça. Il faut qu'il Ouais. arrête à l'éducation plus haute, parce qu'on voit que son apprenti Doku, il a mal fini. On voit qu'à chaque fois qu'il essaie de s'occuper de quelque chose, ben, soit il dit pas les informations, soit il les dit mal. Donc, ouais, là, je crois qu'il y a un problème avec Yoda, là, je crois. Ou alors, c'est un personnage qui a toujours eu un problème. Il y a trop un bon cœur, Hmm. trop foi en l'humanité. Là, donc, Ouais. voilà. S'il était dans notre monde réel, on saurait il serait de quel côté du spectre politique. Là. Il est Ouais. idéaliste et pas assez réaliste. Mais Ouais, bon. très idéaliste, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Parce que pareil, dans le numéro 5 ou le 6 je sais plus, quand donc ils vont sur une espèce de classe nature là, avec la classe des Mhm. Padawan, et là tu as carrément le Trandoshan, la Trandoshan et le Wookiee qui vont aller jusqu'à sortir les sables laser pour s'entretuer, quoi. Et Yoda qui est en train de méditer, en fait voilà, j'ai halluciné quand j'ai lu ça, je me suis dit, oui, t'as raison, hein. L'autrice elle a écrit ça en connaissance de cause, donc j'imagine elle Mhm. savait, voilà, qu'elle écrivait Yoda de cette façon-là. Ils arrivent sur cette planète, Yoda il se barre dans un coin méditer tout seul, et il laisse Ouais. ses étudiants faire le tout taf, je sais pas, porter des trucs avec la force, je sais pas quoi. Je dis, mais mec, il y a Mhm. personne pour les encadrer, ces gens, donc t'imagines qu'évidemment, vu leur animosité, ils vont commencer à se foutre sur la gueule, et ils vont aller jusqu'à s'entretuer. Heureusement, il intervient à temps, j'ai envie de dire, encore heureux, quoi. Mhm. Mais, et ça finit mal, en fait, l'arc, moi, ça m'a ultra touché, c'est la conclusion de l'arc, qui Ouais, voit j'ai pas d'image, hein, mais le Trandoshan va quitter l'ordre. voilà, c'est ça. Pour protéger son ami Wookie, pour te dire que la Trandoshan, c'est vraiment. Enfin voilà, elle avait le cœur sur la main, elle aurait pu être Ouais. un super Jedi. Et ben non, à cause de l'éducation de Yoda, enfin pour moi c'est à cause de ça, et ben il n'a pas réussi à la garder, quoi. Alors que c'est. Et ça c'était super cool. On apprend le passé de cette Trandoshan là, c'est Ouais. des guerriers Wookie qui l'ont Ouais. recueilli. Donc c'était très très émouvant aussi Ouais, c'est ça, on le comme. voit à l'écran. Effectivement, j'ai trouvé que c'était une touche intéressante. Là. Ouais, ouais, c'était très cool ça. Mais Ça faisait ben, ce qui tellement triste. expliquait peut-être aussi pourquoi elle avait pas du tout ce côté-là, animosité naturelle Et là, oui. des Bah, chasseurs techniquement, de chambre. ça pourrait être le côté obscur qui se révèle au Wookiee, hein, parce que lui, il a des visions. Techniquement, il avait rien contre Oui, elle, c'était des j'ai bons pas amis. d'image effectivement là, à vous montrer, mais on a des. Ça fait penser un petit peu aux visions que Luke, à un moment donné, a de Ben Solo. Hein. Oui, Donc, voilà, exactement, c'est ça. alors que dans le fond, c'est ça, c'est pas du vrai, là, c'est pas du réel, mais le Trandoshan a l'impression de se faire attaquer. Là, il rêve qu'il se fait attaquer par le Wookiee a l'impression qu'il se fait attaquer par le Trandoshan. Mm, mm. Donc, Ouais. mais voilà, écoute, sinon, côté visuel, Côté visuel, alors, c'est qui dessine ça? Ah bah oui, bah, c'est Lucros, c'est vrai. c'est le Lucros, cross, oui. donc ben, à chaque fois qu'on le dit, mais ok, il a fait l'épisode 7, il s'est raté, mais il a aussi fait Throne, tu vois. Il Ben, a justement, fait Throne qui, ouais. c'est très Ça beau, quoi. dépend. Ross, hein, ben, c'est pas tant en montagne russe en termes de. Mais j'ai l'impression que des fois, c'est le temps qu'il y a pour réaliser. Mhm. C'est ça. Et l'ambiance du comics qu'il va faire. Dans Mm. Tron, c'était parfait, c'était la combinaison parfaite. Ouais. Ah ouais. Cette fois-ci, je suis curieux d'avoir ton avis. Moi, je peux pas dire que j'ai tripé, comme on dit. Ah ouais, t'as pas accroché plus que ça? Ben, Ouais. ouais, je montre des images à l'écran là, pour montrer que c'est joli, Mhm. c'est beau. Il n'y a pas de problème de dynamisme, tout ça, mais il n'y a rien qui m'accroche, il n'y a rien qui. Ouais. Pourtant, ça aurait pu être le cas là, dans le sens où on a des combats avec 3 races d'aliens Mhm. qui peuvent être très impressionnantes. Et je trouve que c'est un petit peu générique, c'est un petit peu. Ouais. Mais c'est pas laid. On le voit à l'écran, là, c'est quand même très joli. Là. Il Mais y en a qui vont. Tu sais, c'est avec un détail de crayon très très fin. Mhm. Hein, donc, c'est ça. Pour moi, ça ne sera pas dans les tops de Lucross, mais bon, Mhm. ça reste très talentueux. Ben, ouais, je serais un peu d'accord avec toi quand même, parce que bah, déjà, il retrouve Lucross, c'est rigolo, mais petit easter egg là. Lucross et comment elle s'appelle? Jodie, ah j'ai oublié son. Ouais, ben, Jodie ils étaient Hauser. ensemble sur Crown. Ouais.
Voilà, c'était la même équipe que Throne. En fait, je trouve que tu as raison, notamment au niveau des races. Je trouve le Wookiee Jedi un peu chelou, j'avoue. Ça reste Mm. propre, mais en fait, je trouve qu'il a mis énormément d'efforts à dessiner Yoda. Je trouve son Yoda superbe. Vraiment, il est très très beau. Ouais. Et son Dagobah aussi, d'ailleurs, vraiment excellent quoi, au début. Mm. Limite photoréaliste, quoi. C'est magnifique. Mais c'est vrai qu'une fois quand on arrive dans le flashback et que t'as, moi c'est le Wookiee plus, le Trandoshan un petit peu, mais le Wookiee, t'as Mhm. l'impression que parfois tu passes d'une case de Yoda très beau, très détaillé, avec les poils, les traits, les machins, les petits cheveux Mhm. qu'il y a sur le crâne à cette époque-là, et tu passes au Wookiee d'après où c'est tout lisse, c'est vrai que Ouais. Et c'est le pire, c'est bizarre. qu'on voit que c'est aussi on dirait des questions de design du Wookiee aussi, là, moi aussi, je trouvais que j'avais Ouais, du mal avec son visage, alors qu'on voit que c'est pas une question de talent perfection. ou du dessinateur, parce Hmm. qu'on voit sur d'autres numéros, comme on voit là, quand c'est le bébé Trandoshan Oui, là, qui est dans les bras des Wookiees, là, c'est très, très, très bien là fait. c'est Ben, en très tout beau, cas, très là, c'est joli. Ouais, beaucoup mieux selon moi, mais bon. c'est ça. C'est, Ouais. puis il y a l'aspect couleur aussi, mais je comprends que c'est ça. Quand on est dans le temple, puis tout ça, ils ont voulu donner une ambiance, justement, tu sais, très lever de soleil tout le temps, tout ça, des couleurs dans des teintes d'orange. Puis c'est ça, on va avoir des moments dans la forêt là, où est-ce qu'on est dans des teintes de vert, tout ça, mais c'est ça, je trouve que c'est ça manque de contraste, on va dire. Ouais. Alors Ouais. que sur d'autres, tu sais, c'est la force, je trouve, là, de Le Cross, là, quand il y a vraiment on est dans de la noirceur, dans des ombres, dans des. Bon. Mais bon, c'est pas laid, comme je disais. Ouais. Moi, c'est plus le scénario, je Ouais, t'avoue, qui m'a scotché sur cette histoire-là. Surtout que ça finit sur un échec et que c'est Yoda exact. qui reconnaît son échec. Donc, Pam épisode 8, donc moi, ça Mhm. m'a fait plaisir. Mais Ben, effectivement, le on dessin. va y revenir à la toute fin, là, dans le 10e numéro, qui est un peu un résumé de tout ça. Là. Mm, mm, mm. Mais voilà, c'est ça. Il est question beaucoup d'échecs de Yoda Ouais, dans c'est cette vrai, série-là. c'est vrai. Et Doku, c'était cool quand même de le revoir. Moi, comme toi, hein, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Le voir à cette époque-là, jeune et tout, ça, c'est Ouais. trop rare, quoi. Donc, ouais, non, c'est très cool. On le voit pas assez, encore une fois, comme tu disais. Non, j'ai à peu près les mêmes points que toi, en fait. Mhm. Ouais. Mm, mm. Très bien. Puis si on passe au dernier arc, là, parce que dans le sens que le 10e numéro, c'est un numéro unique, là, C'est ça. one shot, on va dire. Dernier arc, Conclusion, quoi. où est-ce Alors, que, comme on voit à l'écran, ça va être la guerre des clones. voilà, c'est ça. Donc, c'est l'arc numéro 7 à 9 qui s'appelle Size Matters Not. Et petit clin d'œil, c'est trop bien trouvé ce titre. Ouais. Donc, en pleine Clone Wars, hein, tu l'as dit, Yoda est undercover et arrive à dénicher l'information capitale que les séparatistes mettent en place une opération appelée Titan. Donc, Yoda il va faire un team-up avec Anakin et vont se rendre dans une base séparatiste où se trouve le général Grievous. Yoda va d'ailleurs l'affronter. Et en fait, là, il va découvrir que le projet Titan est un projet d'armes de super droïdes appelés des méga droïdes. Et Yoda, toujours en compagnie de Anakin, donc, vont aller jusqu'à trouver et détruire l'usine de confection de ces fameux méga droïdes. Voilà. Et un des rares team-up, hein, dis-moi si je me trompe, Yoda-Anakin d'ailleurs. C'est inédit ça, non? Peut-être dans la série, je sais pas. Je sais plus, c'est une bonne question. J'étais en train de réfléchir de Clone Wars, il y avait tellement d'épisodes que Ouais, ouais. Peut-être quoi, qu'il y a une me mission souviens plus. Yoda comme ça. J'ai En l'impression tout que cas, ça fait non, plaisir. j'ai l'impression qu'on a déjà peut-être eu ça dans un one-shot, là, tu sais, dans les ères de la République, ères de la Ah oui, Rébellion, peut-être. ou des affaires comme ça d'anthologie. Mhm. Mm. En tout cas, c'était cool de voir ce team-up là. Et donc voilà, ça finit sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de bastons. On va avoir un numéro très, très action, Ouais. dont la baston contre ce fameux méga droïde. Voilà. Donc, Ouais, à la fin, effectivement. Fait que côté histoire, t'en as pensé quoi? ouais, j'ai beaucoup aimé. Alors, bizarrement, hein, parce que moi, tu me connais, la Clone Wars, c'est pas ce qui me passionne le plus dans Star Wars. Mhm. Mais là, par contre, alors c'est quoi, c'est qui au dessinateur? Ah, c'est oui, c'est Guggenheim, voilà. C'est Mark Guggenheim, le scénariste, qui est celui qu'on avait beaucoup aimé sur Hamster et Chewbacca. Du coup, et Ouais. c'est rigolo parce que le gars, c'est lui qui a créé Ajax Sigma, qui est un personnage droïde qui est Ouais, très ouais. présent en ce moment là, dans la lecture VO, dans les numéros de Star Wars, là, Mhm. Dark Droid, tout ça, et qu'il avait teasé dans son Anna Solo et Chewbacca. Et là, il reprend une histoire de droïde, donc c'est rigolo. Enfin, c'est un clin d'œil débile, Mhm. hein, parce que ça n'a rien à voir, mais j'ai trouvé ça cool. Euh, ouais, ouais, très action, encore une fois, on va plus s'attarder sur le dessin, du coup. Mais scénario, moi, j'ai Mhm. beaucoup, beaucoup aimé surtout le team-up. Tu vois, Anakin, pareil, à cet âge-là, c'est pas un personnage que j'apprécie plus que ça. Yoda non plus, et bizarrement, il a réussi à m'accrocher sur cette histoire. Donc, ouais, ouais, très, très bon.
Ouais, ben tu sais, c'est ça, on est en pleine guerre des clones. Je saurais pas dire on est à quelle année là, de la guerre, là. 3 ans, hein, si je me souviens bien, qui a duré la guerre des clones. Mais c'est toute l'évolution d'Anakin. Donc là, on voit qu'il est déjà là, plus vers la fin de la guerre des clones, peut-être, là, dans la dernière année. Il y a cet aspect-là original. Ok, ouais, deux super puissants Jedi, là, parmi les plus puissants. Mais qui vont se retrouver confrontés. Au début, en fait, ma crainte, c'était, tu sais, vu qu'on a Grievous, je me disais, bon, encore quelqu'un qui a affronté Grievous, puis tu sais, Grievous va s'enfuir, vu qu'on sait que ça se termine dans le film, dans Revanche des Sith. Fait que, tu sais, c'est quelque chose qu'on a eu beaucoup dans la série télé, là, dans The Clone Wars, et même dans les comics, il y a beaucoup de monde qui ont affronté Grievous, donc... Effectivement. Mais j'ai quand même bien aimé, comme tu dis, le petit côté infiltration là, de Yoda. Il est même déguisé, comme on voit au début, là, il est debout sur un droïde, un astromécano, mais déguisé comme on va dire un humain. Là, de taille normale. Ouais, c'est ça. Le côté général, réflexion, tout ça, là, quelle approche qu'on adopte avec Anakin. Hein, on sait que c'est ça, Anakin est très fonceur, puis bon. Il y a le petit côté infiltration. Yoda, justement, va se faufiler dans des conduits d'aération. Évidemment, ça rappelle la fin de la Revanche des Sith. Et le combat avec Grievous est, comment dire, titanesque. Excellent. Vraiment, là, quand on vous parle de dynamisme, de comprendre ce qui se passe, des jeux de lumière, etc. Ouais, ça, chapeau, mais on parlera au niveau visuel après. Ouais. Après ça, c'est plusieurs missions. Ils vont à plusieurs endroits, comme tu dis, là, ça va être le méga droïde, qui ça, c'est quelque chose avec lequel j'ai un peu plus de mal. Par exemple, Loïc nous dirait, est-ce qu'on s'imagine ça dans un film? Tu sais, à l'écran, là, un méga droïde à la Power Ranger, ou je sais pas, là, tu sais. Mais... je sais pas si tu as sélectionné une image, mais ouais, c'est un droïde de 3 mètres de haut. Non, j'ai pas d'image, comment dire, en termes d'ampleur. Mais c'est ça, ça va finir que Yoda, ben justement, parce que l'extérieur du droïde est complètement sable laser proof, là, dans le sens qui, je sais plus si c'est du Beskar ou quoi. Beskar, ouais, je crois qu'il mentionne le fait que ce soit du Beskar. C'est ça résiste. Donc Yoda, pour le détruire, va rentrer dans le droïde et c'est ce qu'on voit à l'écran, le méga droïde, comme il se retrouve piégé avec Yoda à l'intérieur, sa solution, c'est de s'envoler, parce qu'il vole, on ne l'avait pas dit, s'envoler vers l'espace. Méga droïde. Ouais, c'est ça fait très... Bon, peu importe. Mais ça fait très comics, moi, je trouve, donc ça colle oui, bien. mais ça fait très aussi dessin animé des années 80. Mais bon, Astro, peu importe, là. Mais j'ai trouvé ça intéressant parce que dans le fond, c'est ça, il n'y a pas d'oxygène, donc on peut voir à l'écran, puis il n'y a pas de chaleur, fait que Yoda va se mettre à manquer d'air et on voit là, son souffle, là, donc dans le fond, on peut comprendre qu'il n'en a pas pour longtemps. Et c'est Anakin qui va venir à son secours. Dans le fond, c'est vraiment Anakin cette fois-ci qui va sauver Yoda. Comme on voit, Yoda va devoir, après avoir complètement détruit désactivé le droïde, va se percer un trou juste au bon moment pour retrouver Anakin qui va le capturer là, un peu comme on avait vu Leia là, dans le vide de l'espace. Donc, on va retrouver Yoda sur une civière, on va dire, après d'hôpital, qui va remercier Anakin, puis qui va montrer sa reconnaissance, puis sa je sais pas si on peut dire fierté, là, dans le sens qu'Anakin est vraiment rendu beaucoup plus sage. Puis, c'est vrai qu'il est agréable dans cet arc-là. Il est pas tête de mais nu. ce côté-là dans l'espace, j'ai trouvé ça intéressant. Comme une petite twist, là. C'est pas quelque chose qu'on a vu si souvent, j'ai pas souvenir, là, donc... Bah exactement, moi j'avais noté ça, c'est le dernier numéro, le 9 du coup. Ouais. C'est super original, hein, d'avoir Yoda bloqué dans ce droïde dans l'espace. Situation totalement inédite, c'était très très cool, vraiment. Et puis t'as vu quand il s'échappe, je sais pas si t'as vu la petite référence, quand il va reacher le vaisseau d'Anakin, il fait la pose un peu de Leia. Ouais, je l'ai pas à l'écran, mais effectivement ça fait un petit peu comme Leia. Là, voilà. Puis ça se termine que c'est ça, là, c'est Yoda qui discute avec Obi-Wan encore une fois, là, et qui se remémore des beaux moments de leur vie, deux sages qui discutent. Mais je trouve ça intéressant pour si on fait la transition vers le graphique, de voir justement, là, on a un aperçu d'un Yoda un peu plus comics, pas tant détaillé, mais je trouve que ça passe quand même très bien. C'est marrant que tu dises ça, qui fait très comics, parce que justement, j'ai trouvé le dessin... pardon, excuse-moi, je te coupe, mais... Non, c'est ça.
pas tant cartoon, ouais, un petit peu cartoon, mais que c'est ça. Moi, c'est un style que j'aime beaucoup, là. Surtout quand il est question de dynamisme, puis c'est ça, là, alors que le très réaliste, des fois, après, c'est très stable, c'est très plat. On va montrer quelques scènes d'action, là. Ouais, c'est un style très vraiment, coloré. Un comics très coloré. Un arc, là, celui-là, je me souviens plus le nom du coloriste, on doit l'avoir à l'écran, c'est Annalisa Leoni. Donc, j'ai trouvé ça magnifique. Les différents, comment dire, bataillons clones, puis tout ça, les changements justement d'ambiance, puis non, c'est ça. Des belles, on est sur une cité à la Blade Runner au début. Maintenant, on est dans une manufacture, là, un peu à la Geonosis, là, quand ils fabriquent les droïdes, là, une méga usine. Ah, complètement. Ben, le dessinateur, je ne sais pas si on l'a nommé, c'est Alessandro Miracolo, qui n'a pas fait grand-chose sur Star Wars, mais que j'aime bien aussi. En fait, il a un style vraiment différent, tu le disais, des deux précédents dessinateurs. Moi, je trouve, ben justement, j'avais pas de qualificatif, j'avais pas trouvé de qualificatif. Juste, je trouve cet arc-là très comics, en fait, très comic book. Donc, c'est moins réaliste. C'est genre son Dagobah et son Yoda, et ils m'impressionnent moins que les deux précédents, tu vois. Mais c'est pas grave, vu que c'est un arc quasiment axé sur le combat, quoi, on va dire. Et ces combats, c'est ultra dynamique, c'est son point fort. Il réussit extrêmement bien, donc. Donc moi je trouve que c'était un très bon choix de dessinateur. C'est pas moche non plus, non c'est très cool, très dynamique encore une fois. Voilà. Et très comic books quoi. Donc du coup c'est marrant que tu l'avais mentionné aussi parce que c'est ce qui me venait aussi. Mais ça fait très comics. J'avais l'impression de lire un truc des années 90, tu vois. Enfin, très bourrin 90. Donc très bien. Et on l'a pas dit non plus, c'est vrai qu'au début tu as un arc, le premier numéro je veux dire, où tu as tout ce lien avec les clones. Je sais que beaucoup aiment, je sais que Loïc est un gros fan de ça, la relation entre les Jedi et les clones, tout ça, et la mort de l'armée des clones qui vient avec Yoda et Anakin. C'était assez émouvant, pareil, comme passage. Tu les vois tous par terre sur la colline et tu vois Anakin au loin, là. C'est pas grand-chose, c'est pas sublimissime niveau dessin, mais ça fait le taf, et franchement, l'émotion était là, quoi. Donc, c'est très bien, ça. Pareil... non, tout à fait d'accord avec toi. Là. Il y a le côté, effectivement, là, guerre. On est vraiment dans la guerre des clones pour vrai. Là. Donc, la masse est là. Voilà. Avec César, voilà, le fameux, ça c'est le chef du bataillon avec qui ils sont en mission, quoi. César, c'est un peu le clone un peu important de Steve. Quand il meurt et tout, voilà, c'est vrai que c'était. Celui personnalisé, là, dans le sens qu'on a son visage. Tout ça. Ouais, c'est très bien. Et encore une fois, les décors super aussi. Oui, tu m'as mentionné du truc à la planète à la Blade Runner. Ça s'appelle les Rings de Kafren. Et c'est un endroit voilà, qu'on avait vu dans Rogue One. Mais en fait, c'est l'intro de Cassian Endor. Où il va tuer son contact. Là. Voilà, mais je me rappelle pas que dans le film, il y ait ce plan où tu vois justement l'espèce d'astéroïdes liés les unes sur les autres. Ça commence comme ça. Ah, ça commence comme ça. Ça commence comme ça. C'est comme un peu une espèce de comme une forme de sablier. Là, avec c'est comme si la station était au milieu des deux astéroïdes. Et bien là, il y a une case qui reprend ça du coup, et la case est superbement dessinée, donc niveau dessin, c'était très très bon aussi, très très bon. Excellent. Puis si on passe au dernier, c'est comme je vous dis, c'est pas tant un arc là, dans le sens que c'est un numéro unique. Qu'est-ce qui se passe dans ce numéro-là, Jean? Ouais. Alors ça s'appelle The Cave, donc numéro 10. Et c'est le numéro de conclusion qui voit Yoda donc sur Dagobah en compagnie du fantôme d'Obi-Wan, fantôme qui le saoule un petit peu d'ailleurs, Yoda, qui va le pousser à rentrer dans la fameuse grotte où Luke rentrera plus tard pour son propre test. Là donc c'est Yoda qui y va pour la première fois apparemment. Il y rencontre donc son apprenti Dooku, qu'il a fail, je sais pas, qu'il a déçu quoi. Il y voit aussi le corps tué de Yaddle, tué par Dooku d'ailleurs, on le sait grâce à la série. Tales of the Jedi, il va voir tout plein de visions, tous ses échecs en fait, il va voir Anakin, le Conseil Jedi, il va voir évidemment l'Empereur Palpatine, qui n'a pas réussi à démasquer à temps, tout ça. Et quand il se sent emporté par le côté obscur, en fait, c'est un dialogue avec Brie. Donc Brie, c'est le fameux héros de Na'vi là, du tout premier arc, le jeune de la planète Avatar là, qui va l'aider à sortir de ce cauchemar, quoi. Et à la toute fin, donc Yoda qui était fermé à la force et reclus sur lui-même là, change et décide de reprendre l'enseignement et avec ce qu'on devine, l'enseignement de Luke qui ne devrait pas tarder à arriver. Donc ça finit sur ça. Ouais.
Ouais, ben ça tourne autour d'un espèce de petit instrument de musique là, que je vais monter à l'écran, là, mais que c'est ça, le numéro commence sur ça, se termine sur ça. Et oui, on ça, l'avait vu dans le premier arc, justement, là, c'est le jeune qui donnait ça à le même espèce de petit instrument. Là. Fait que c'est vraiment, ça vient conclure, là, refermer la boucle de cette maxi-série-là. J'ai trouvé ça cool, effectivement, d'avoir aussi cette race-là à la plume d'un autre dessinateur. Oui. Donc, un dessinateur très différent. Hein? On n'est pas du tout dans un style cartoon comics ici. Mais, bref, c'est ça. On va passer sur l'histoire. Ben, c'est juste un numéro et il ne se passe pas grand-chose. Yoda va dans la cave, comme tu dis, dans la grotte, et va avoir toutes sortes de visions, mais j'ai trouvé ça très, très cool. Et effectivement, tout le reste de la maxi-série, c'était des histoires que Yoda se remémorait, puis comme tu as dit, beaucoup d'échecs. Certaines qui finissent bien quand même, certaines qui finissent mal. Mais là, on revoit comment dire, du majeur, là, du Dooku, Yaddle, Anakin, l'Empereur. On voit aussi comme à l'écran, là, je me souviens plus de son nom, mais une Jedi de la Haute République aussi. Là, Kiv Trevis, là, de... Ah, c'est Kiv, oui. Ouais, du comics de... Look plus adulte, là, plus... Fait que c'est... Non, c'est ça. Moi, j'ai beaucoup aimé. Pourtant, c'est juste un petit numéro. Il se passe pas grand-chose. Pas beaucoup de texte non plus. Mais ce qu'on voit, ce qu'on est... Comment dire? Quand je dis ce qu'on voit, je parle pas juste pour les yeux, mais pour notre cœur, pour notre... Par exemple, là, à l'écran, on voit Yaddle décédé. Ben, évidemment, on revoit la mort de Yaddle qu'on a eu récemment là, dans Tales of the Jedi, là, en animé. Et que les Jedi n'avaient jamais su. Hein, dans le fond, c'est... comment c'est arrivé. Puis c'est ça, au niveau, c'est Yoda qui se sent complètement submergé là, par le côté obscur puis par tout du négatif. Donc c'est vraiment, là, mais qui va finir par, c'est ça, prendre une décision, passer par-dessus tout ça. Là, et comme moi aussi, j'ai interprété ça comme, ben voilà, à partir de là, il va prendre une décision quand Luke va venir le voir, là, de l'entraîner, etc. Là. Ah oui, t'es arrivé à la même conclusion du coup. Fait que non, écoute, ouais, c'est ça. L'histoire, ben, en un numéro, ça clôt bien cette maxi-série-là. Si on parlait... ou t'as-tu dit ton avis là-dessus? Non, vite fait, sur le scénar, c'est Cavan Scott hein, donc, qui finit ce numéro. Moi, je trouve qu'il a superbement, tu le disais, conclu ce tome-là. Que ce soit, graphiquement, on le dira après, quoi, mais... non, c'était super. Émotionnellement, ça a pris un petit peu au triple quand même, donc très très cool. La mort de Yaddle, moi, c'est, tu tournais la page, bam, tu tombes sur ça. Ouais, ma glace, c'est cette page. Et encore une fois, ça sera la page que je me rappellerai de ce tome-là. C'est Yoda et tu vois toute la détresse dans son regard et tout. C'était très très et encore une fois très horrifique quoi, le côté horreur de Cavan Scott. Moi, depuis que j'ai entendu dire qu'il aimait ça dans une interview, j'ai l'impression de le voir plus. Ouais, là on le voit, on le reconnaît un peu partout. Hein. Voilà. On voit aussi à l'écran que c'est là, Yoda découvre que c'était Dooku et il lui dit c'était toi, puis Dooku lui répond la première de plusieurs. Et oui, c'est ça. Mais effectivement, hein, c'était la première victime de Dooku en tant que côté obscur, là, un premier Jedi. C'est ça. Fait que j'ai trouvé ça très cool, le lien avec le fameux épisode là, de Tales of the Jedi. Et ouais, en plus, c'est son apprenti qui l'a raté, enfin qu'il a fait, qui tue Yaddle. Du coup, ça, j'imagine la détresse de Yoda, quoi. C'est terrible, quoi. Terrible. Et t'as vu le petit détail quand il se bat contre le fantôme de Dooku. Dooku a plus ses mains tranchées par Anakin, du coup, j'imagine. Ouais, effectivement. Voilà ça. Et puis donc Kiv, moi ça m'a fait penser, Kiv, c'est donc la Jedi de la Haute République que tu disais là. C'est la Jedi créée par Cavan Scott. Et Cavan Scott disait dans une interview récemment, entre la phase 1 et 3, justement qu'il lui tardait de dessiner Kiv Trevis, qui est une Jedi, un personnage qu'il aime beaucoup. Et justement Yoda, lui, cette série-là était entre les deux phases. Du coup, j'imagine qu'il s'est pas retenu d'attendre la phase 3 pour redessiner son personnage préféré. Donc ça m'a fait plaisir de la voir là. Et pareil, hein, il y a un petit arc entre Kiv, Yoda et Skir, on se rappelle, dans la phase 1. Donc c'est pareil. Non, peut-être Yoda n'était pas là, non, que je dis conneries. Entre Kiv, en tout cas, et son rapport à la force et tout. Donc c'était très très bien de la voir là, elle aussi, quoi. Donc, puis, si on passe au côté graphique, justement, de ce dernier numéro-là. Ah là là, alors c'est le gars, c'est Ibrahim Robertson.
Et donc il a juste fait le one-shot Jabba de la guerre de chasseurs de primes, là, qu'il avait magnifiquement dessiné. Le gars, il avait magnifiquement dessiné son Jabba, c'était superbe. Là, on le voit en ce moment en VO dans la phase 3 de Shadow of Starlight, justement le comics de la Haute République. C'est super, quoi. Enfin, moi j'adore, je connaissais pas plus que ça ce nom-là, Ibrahim Robertson. Et je crois que c'est mon Yoda de ce tome et mon Dagobah aussi, surtout qu'on voit, on voit plus Dagobah dans ce dernier numéro que dans tout le reste du tome, que je préfère, quoi. Donc c'est superbe, c'est magnifique, quoi. Donc ouais, un très très bon dessinateur. Puis aux couleurs, on ne l'a pas dit, hein, je l'avais tout à l'heure, mais là aussi, je trouve, surtout pour l'ambiance de la fameuse grotte, là, fallait vraiment, ça ne pouvait pas être une ambiance trop joyeuse. Est-ce que j'ai son nom? On l'a dans le bandeau à l'écran. C'est Niraj Menon. Je ne sais pas comment il faut le prononcer en vrai. Mais voilà, chapeau. C'est quelqu'un que je ne connaissais pas du tout. Je ne sais pas si tu as l'info à savoir si c'était sa première participation Star Wars. Mais j'espère qu'on va le revoir lui aussi. Vraiment des belles équipes dans ce fameux album-là. Je trouve des équipes quand même qui vont très bien ensemble là, entre justement couleur, dessin, ambiance, tout ça, scénario. Et là, ben c'est ça, on est dans la grotte, on est dans, comme tu as dit, Cavan Scott est devenu presque le spécialiste là, du côté horreur, si on peut dire, là, dans Star Wars. Fait que c'est magnifique. C'était bien choisi. Comme tu as dit, c'était celui qui a commencé l'arc, pas l'arc, mais la maxi-série. Donc c'est ça, c'est lui qui vient refermer. Le petit côté, comme je disais tout à l'heure, là, son adaptation de la race alien là, avec laquelle on avait débuté l'album, je trouve ça juste magnifique. Son Yoda est magnifique, on voit un peu à l'écran. Dagobah, on sait que Dagobah, ça peut quand même vite être pas beau. Là, c'est juste parfait. Donc, moi, ça, si on notait, honnêtement, là, si on notait comics par comics, numéro par numéro, ce serait la note parfaite à ce numéro-là. Moi, j'ai été bluffé complètement. Et le fait que ça conclut l'album, ben, c'est quand même mieux que quand c'est l'inverse. Ouais, non, complètement. Ça conclut magnifiquement, que ce soit scénaristiquement que graphiquement. Nickel, super. Donc, écoute, à ce moment-là, on a fait le tour. Est-ce que tu aurais des choses à ajouter? Je sais que tu voulais parler des couvertures, hein, parce que je les ai montrées au fur et à mesure. On peut parler peut-être des couvertures officielles. Les gens qui nous écoutent religieusement savent que je suis quand même un fan de Phil Noto, qui a un style parfait, je trouve, pour Star Wars en général. Souvent, c'est épique, tout ça. On l'a aussi de plus en plus sur des couvertures de romans. Cette fois-ci, je ferais peut-être un petit repas. C'est très beau. Ça, il n'y a pas à dire. Ces couvertures, comme d'habitude, sont très jolies. Par contre, je dirais que c'est peut-être parfois un petit peu trop... surtout en termes de couleurs, un petit peu trop genre drabe, c'est très pastel, tout ça. Alors que dans le numéro, on va avoir des couleurs très vives, hein, selon quelle équipe là, de dessinateurs coloristes était là. Alors que c'est ça sur les couvertures. Je trouve que ça puis encore plus, là, et Marvel pour son TPB et Panini ont choisi le numéro 1 en couverture, alors que je trouve que c'est tellement... C'est pas que c'est laid, mais c'est pas lui qui attire le plus l'attention, je trouve. Donc, c'est ça. Je trouve que les couvertures, bref, traduisent pas la qualité toujours de ce qu'il y a. Peut-être qu'il y a celle de Grievous, là, qui est... Mais bon, évidemment, dès que tu mets Grievous, c'est très... ça n'a pas le choix d'être spectaculaire. Mais tu sais, avec Anakin, c'était très joli, très coloré. Tu sais, les visages d'Alec Guinness et de... J'ai perdu son nom. Christopher Lee. Christopher Lee, merci. Donc, écoute, est-ce qu'on peut demander mieux? Voilà, mais je suis complètement d'accord avec toi. C'est vrai que les couleurs, j'avais pas tout tilté, mais effectivement, tu as totalement raison. Moi, le côté Phil Noto que j'aime bien au demeurant aussi, c'est que je trouve ces poses, justement, quand c'est en pose, comme là, tu montres la numéro 10, pour moi, c'est ma préférée. Ils auraient dû mettre ça en couverture, c'est superbe. En phase Noto, le problème, c'est quand c'est une phase d'action, c'est très figé. Donc, tu vois là, la couverture avec Anakin, elle est jolie, mais
Tu sens Pas pas le tant dynamisme dynamique, du ouais. truc. C'est très, ouais. Pareil, la première, voilà, celle-là aussi avec le méga droïde derrière. Mhm. Ouais, ça manque de dynamisme. Voilà. C'est très joli, hein, c'est superbe. Mhm. Mais voilà, celle-là qui est un peu plus posée. Celle-là passe super bien parce que Mhm. justement, les personnages sont censés être immobiles. Là, pareil, je trouve moyen. Ouais, celle avec le Wookie et le tir, celle-là aussi, je la trouve moyenne. Mhm. Numéro 5, là. Ben, Ouais, voilà. ouais, c'est ça. Puis je ferais le même reproche qu'au dessinateur de Stark là, tout à l'heure, le Cross, c'est que on a eu d'autres exemples sur d'autres séries que quand il y avait un Trandoshan, même chose avec les Wookiees, ça pouvait être vraiment là, épique. Parfois, là, comme scène, comme Ben, dessin. ouais. C'est comme Skir, hein, dans notre République, on a vu Skir, c'était superbe. Ouais, ouais, exact, dans la Haute République, ouais. Fait que c'est ça pour les couvertures officielles, mais c'est ça, je sais que tu avais. Je vais essayer de mettre à l'écran quelques couvertures variantes qui étaient très Yes. jolies, Ah ouais. effectivement. Alors, j'ai pas tous les auteurs des variantes, j'en ai sélectionné une petite dizaine. Voilà, je vais juste Celle-là mentionner. fait très manga. Ben voilà, mais ça, justement, regarde là, c'est là parce que justement, je voulais parler de l'artiste qui s'appelle, celui-là, j'ai noté, c'est Takashi Okazaki, donc qui est donc japonais, donc très manga, voilà, ça fait sens. Et en fait, c'est lui qui a fait le one-shot Vision préquel à l'épisode 1 de la série, là, donc en comics, qui va faire le prochain en janvier, là, qui va arriver, le prochain one-shot, et qui aussi a fait le chara-design de l'épisode 1 de la série Vision, quoi. Donc les caractères un petit peu samouraï stylés, On là. reconnaît Mais tout de c'est lui suite le qui. style. Voilà, voilà. Donc ça, c'est super cool parce que moi, je trouve magnifique, tu vois, ils auraient dû mettre ça sur la. Enfin, c'est peut-être le côté que j'aime beaucoup les mangas, mais celle-là, et il y avait aussi une autre qu'il a faite, c'est celle-là. Ah, pardon, excuse-moi, Ouais, vas-y. c'est celle-là, voilà. Ça, c'est lui aussi. Et je le trouve superbe, que ce soit tu as vu, le niveau de la couleur avec le sabre, machin. Et puis la gueule de Yoda, là, c'est. En vrai, Mais tu pareil. vois, si je me mets à la place de Marvel, par exemple, ça laisse. Moi, voir ça, j'aurais tendance à croire que ça va être ça les dessins dans l'album. Ouais, C'est vrai. peut-être. Il y a un petit côté, je serais déçu après de voir que c'est pas du tout ce style-là dans l'album. Ouais, mais après, c'est ouais, dans le comics en général, c'est ça, quoi. Enfin, je t'avoue Ouais. que moi, au début, quand j'ai commencé les comics au tout début, dans les années 2000, là, ça m'avait décontenancé, j'avoue, que tu sais, t'as une couverture magnifique et tu ouvres le truc, t'es là, ah ouais, bon. Mais bon, Ouais, après, c'est effectivement, ça fait partie comment dire, des ouais, codes là, des comics. voilà. En tout cas, il y avait aussi celle de. Voilà, voilà, j'ai sélectionné toutes celles qui étaient sur Dagoba, parce que je sais pas ce que t'en penses, mais je les trouve toutes superbes, quoi. C'est Là, t'as toujours sélectionné. très. Ouais. Voilà, là, tu avais sélectionné celle avec l'instrument de musique, justement. C'est Bengal, donc un artiste français, qui a participé à celle-là. Donc, que je trouve relativement sympa, quoi. Enfin, que son instrument, là, c'est assez stylé. Il y a celle-là que je vais te mettre maintenant. Alors, c'est la seule qui affiche pas Yoda, mais c'est donc la personnage de Trandoshan. C'est Peach Momoko qui a fait cette variante-là. Ok. Et c'était pour une variante, une Women's Month, tu sais, là, ils font des couvertures spéciales. Et donc, bon, ils ont mis une Trandoshan, donc femelle pour la couverture. Donc, en elle-même, je la trouve pas magnifique, mais bon, c'était Peach Momoko, donc Ouais, je c'est l'ai ça. mis quand même. C'est des styles qui font effectivement très, très japonais, Voilà. très Bengal aussi, vision, hein. justement. Bengal aussi, il a le petit côté un petit peu manga. Ouais. Et il y en avait une, c'était, voilà, alors celle-là, je sais plus qui c'est qui l'a dessinée, mais voilà, ultra photoréaliste. De là, tu peux pas faire plus photoréaliste. C'est vrai. C'est superbe, quoi. C'est superbe. Et il y a le fameux, celle avec le duel avec Doku. C'était une couverture spéciale anniversaire de l'épisode 2. Donc Ok. voilà, donc c'était cool de la voir celle-là aussi, quoi. Là, beaucoup plus dynamique, t'as vu, sur l'action, quoi. Donc ouais, non, Ben, très variante. on peut pas confirmer ni infirmer le fait qu'ils vont être présents à la fin de l'album de Panini. Comme je dis souvent, là, le temps que ça traverse l'Atlantique, je l'ai pas encore reçu. Mais souhaitons-le parce qu'effectivement, il y a des petits bijoux là-dedans. Ah, Donc, très en conclusion, Jean, à moins que tu aies quelque chose là. Non, moi j'avais encore plein de notes et tout sur les petits easter eggs et tout, mais on va passer, ça fait 1 heure qu'on est dessus là, c'est un peu long. Ouais, il y a plein d'easter eggs, il y a plein de références là, de toutes sortes aux films, aux séries télé, aux romans, etc. Fait que si je te demandais de donner une note. Ouais, alors déjà, il faut dire que j'étais très très surpris par la mini-série, hein. Comme dit au début, moi c'était pas du tout gagné au départ, mais plus tu avançais dans la lecture numéro par numéro, plus je me suis surpris à dire ah ouais, c'est pas mal ça, putain, et le numéro suivant, ah, putain, c'est vraiment pas mal ça. Puis sur la fin, le dernier arc, tu ah ouais, mais c'est vraiment pas mal, quoi. Et au final, je suis là, putain, c'est super bien en fait. Et là, la lecture en tome, ça a confirmé le fait, et ça a même relevé le niveau, la deuxième lecture, du coup, parce que je me rappelais que encore une fois, le premier arc de Kevin Scott, je me disais, ah, tu vois, Kevin Scott,
on l'idolâtre et tout un petit peu, mais bon, dans ce tome-là, son arc, c'est le plus faible des trois, au début, tu vois, première lecture. Deuxième lecture, je me dis, ah non, il y avait peut-être une nuance que j'avais pas encore chopée à la première lecture. La deuxième lecture me l'a rehaussé, donc là, j'aurais pas d'arc préféré, en fait. Les trois m'ont plu pour différents points, et la conclusion que je trouve magnifique, quoi. Alors que ça soit au niveau scénariste, graphique, toutes les équipes, c'est marrant, hein, il y a trois scénaristes, quatre dessinateurs et coloristes en pagaille, et je trouve tout chacun dans leur style vraiment très très bien, quoi. Il n'y a pas eu de problème, à part peut-être des séances ça et là, quoi, le petit Wookie, tout ça. Mais sinon, tout m'a plu quasiment, quoi. Donc j'ai mis une note de 16. Donc voilà, très bonne pioche. Conseillable à tous, donc aux fans du perso, donc ceux qui aiment Yoda, faut y aller, hein. Plus sur celui-là apparemment donc que le précédent que tu montrais. Ouais, ça c'est pas difficile. Mais bon, Voilà. Et voilà, j'aurais pu mettre un poil plus, là je me dis 16 alors que j'ai pas vraiment de points négatifs, quoi. Ouais, non. Ben, je dirais que c'est dans le scénario que tu as mentionné souvent des petites faiblesses. Ouais, voilà. Et puis voilà, émotionnellement, voilà, bon, il y a des lectures qui m'emportent bien plus que ça. Là, tu vois, il y a des petites pics émotionnels qui m'ont bien plu, mais ouais, il m'a pas fait chialer à la fin, quoi. Donc voilà, mais 16 sur 20, c'est quand même très bien, quoi. Faut dire, hein, ben, c'est pas facile, hein, parce qu'on critique là un album de 10 numéros, qui habituellement on est dans du 4, 5, des fois 6, et on est sur 3, comme tu as dit, 3-4 équipes complètement distinctes, avec des histoires distinctes, tout ça. Mais c'est ça, on critique l'ensemble. Et ce qui est intéressant, je l'avais mentionné dans je crois que c'est dans notre dernier épisode de comics, mais bref, je le précisais que chaque arc n'allait pas nécessairement plaire aux mêmes personnes, ou qu'on n'allait pas nécessairement avoir les mêmes favoris. C'est ça dépend toujours des goûts. Puis on en fait la parfaite démonstration ce soir, dans le sens où moi, l'arc le plus faible, je dirais que c'est celui du milieu. Donc, avec les Padawan, là, le Trandoshan, le Wookiee, et dessiné par Luke Ross. Mais n'empêche, quand c'est Luke Ross qui a la moins bonne note, on va dire, graphique d'une équipe là, de 4, ça dit que les autres, c'était très, très bien. En tout cas, selon mon appréciation. Écoute, moi, je vais lui donner, ça va être dans le haut du panier, je vais lui donner un 18 sur 20. Donc, un beau 90%, là, vraiment à conseiller. En plus, rapport qualité-prix, vous en avez vraiment pour votre argent à 10 numéros là, pour 24 €. C'est le premier, comme je disais, là, du canon à avoir autant en termes de volume, de quantité. Moi aussi, les quelques points négatifs là, que ça perd, c'est côté plus scénario. Mais c'est ça, c'est mineur. Fait que, ouais, un bon 18 sur 20, là, ça rejoint d'autres. Dans mon classement perso, ça rejoint des Kanan, des Vador abattus, l'ascension de Kylo Ren, des choses comme ça. Là. Ouais. Fait que c'est vrai, beaucoup apprécié. Et je sais pas si, tu sais, j'essaie de me demander s'il y a la surprise. Parce que, comme je disais, j'avais des j'avais des inquiétudes au départ à cause de la vie que j'avais eue là, de cet album-là d'il y a quelques années. Mais au final, c'est pas que ça, parce que, tu sais, la surprise, si tu achètes l'album, tu le lis d'un seul coup, c'est une chose. Mais là, nous, on a eu le temps ça a eu le temps de digérer, là, dans le sens qu'on les lit quand ça sort, tu sais, c'était un par mois. Donc là, depuis, ça fait presque un an, dans le fond, que ça sortait là, au compte-gouttes. Et là, je les ai tous relus pour préparer l'émission, tout ça. Là, donc, je peux dire que c'est ça. C'est pas sur le coup de l'émotion. Donc, ouais, ça va être le haut du panier. Ouais, non, en plus, on le rappelle, mais tous les noms là, de dessinateurs et de scénaristes, ce sont des noms, quoi. C'est pas des débutants non plus, même si certains n'ont pas fait beaucoup de Star Wars. Ils ont un CV, mais énorme, que ce soit notamment, je parle des dessinateurs qui n'ont pas fait beaucoup de Star Wars. Il reste quand même de grands noms dans le domaine du comics, quoi. Donc, c'est cool d'avoir des grands noms et ça porte ses fruits, quoi. T'as vu, pareil, on est deux pareils, je crois qu'on appréhendait cette mini-série. Quand ils ont annoncé, on va se faire une mini-série Yoda, on était là. Oh, alors déjà, encore une mini-série. Puis sur Yoda, quoi. Ouais, parce qu'il y en a beaucoup ces temps-ci, ouais. Voilà, et au final, très très agréablement surpris les deux, quoi, donc c'est cool. Ouais, puis comment dire, dernièrement, on avait eu plusieurs déceptions, fait que ça fait quand même du bien, c'est rafraîchissant sur cet aspect-là. Puis, comment dire, ça nous sort aussi, par exemple, on est très la Haute République. Dans les séries régulières, on est sur les fameux événements là, qui ont commencé avec la guerre des chasseurs de primes, Hidden Empire. Là, on est dans Dark Droid. Alors que là, c'est ça nous
ça nous met sur autre chose. Fait que c'est ça, une belle surprise, je trouve. Fait que voilà. Que dire, achetez-le. Puis en plus, trop souvent, je trouve que ce soit roman, je ne sais pas si c'est ces temps-ci ou il faudrait que j'y songe, mais souvent, on a des œuvres, comics, romans, tout ça, qui démarrent bien, puis on est un peu déçu à la fin de comment ça se termine. Tu sais, ça rend un peu en queue de poisson, tout ça. Là, c'est l'inverse. La conclusion, le dernier numéro, 10 sur 10, 20 sur 20, peu importe. C'est vraiment le parfait. Fait que c'est ça. Si vous avez ou si vous cherchez on va avoir une émission bientôt, là, idée cadeau pour Noël. Donc, je crois que ça serait pour ceux que c'est déjà disponible en France, ça serait une très belle suggestion pour les gens qui aiment, puis même pour faire découvrir. Je dis souvent, là, pour faire découvrir les comics à des gens qui en ont pas, qui sont pas du tout dans le monde des comics, ben, ça peut être une bonne... autant les plus jeunes que les plus vieux dans ce cas-ci. Fait que voilà. Si je te demandais rapidement ce qu'on a au programme qui s'en vient, côté littérature, on a des romans. Voilà, donc là, bientôt, la prochaine émission qu'on va enregistrer en compagnie de Juliane, ça sera le roman, la critique du roman Crimson Climb. Voilà, c'est un roman. En comics, ben là, on est à jour niveau comics, donc on va devoir attendre la sortie en France de tous les numéros, les volumes genre 6, le volume 6 voilà, de Star Wars, Dark Vador, et il y a Senastaros aussi qui va pointer. Senastaros, ouais, puis l'événement en tant que tel, là, Eden Empire. Voilà. Donc les numéros uniques là, vraiment de Eden Empire. Donc on va rattaquer voilà, après quoi un bon 2 ans de c'est quoi le dernier numéro de Star Wars Dark Vador qu'on a ben c'est ça, là, vu qu'on était tombé dans les événements, c'était avant la guerre des chasseurs de primes, fait que ça devait être dans les numéros 12, 13 là, dans les débuts. Là, et tout ça pour dire que, je l'ai mentionné aussi, on a une émission cadeau Noël édition 2023, notre petite tradition annuelle qui s'en vient. Est-ce que tu as la date, Jean? Je pense que c'est déjà. Ça sera en direct la semaine prochaine, donc le mercredi la semaine prochaine, qui est le début décembre, le 4 décembre. Non, 5-6, le 6 décembre. Ouais. Puis, c'est ça, on ne sait pas quand est-ce. Là, c'est une émission préenregistrée, on ne sait pas quand est-ce que ça va sortir. On vous souhaite une bonne émission. Voilà. Donc, voilà, c'est sur ces belles paroles, cette très bonne critique qu'on va conclure cet épisode de Star Wars en direct littérature. Comme d'habitude, on vous invite à laisser vos commentaires, donnez-nous votre avis si vous avez lu cet album-là, soit arc par arc, les dessins, les histoires, etc. Je serais très curieux d'avoir votre avis. Vous le voyez à l'écran à quel point on a bien aimé. C'est pas non plus si fréquent que je donne une note supérieure à celle de Jean. C'est vrai, je me faisais la réflexion, mais une fois t'es au-dessus. Ça montre à quel point j'ai bien aimé. Une belle surprise. Et c'est ça, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, YouTube et compagnie. On vous invite aussi, comme on dit souvent ces temps-ci, à vous réabonner à nos médias sociaux, là, Facebook, Meta, et Instagram, là, c'est ça, suite à la grande purge là, par le groupe Meta. Et voilà, écoutez, puis venez sur le Discord, joignez le Discord, venez participer aux différentes discussions, dont le fil de littérature. Merci. Donc, sur ça, Jean, merci. Et de la part de toute l'équipe, merci à tous d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous. Bye! Star Wars en direct remercie ses partenaires Mint Inbox, Planète Star Wars, Star Wars Universe, le groupe Star Wars Geeks Québec, la boutique Kaya et la convention Génération Star Wars et Science-Fiction.